Le BRF, c'est la seule différence entre un bois déchiqueté composté, c'est-à-dire qui a été laissé à l'abandon pendant 3 mois, et un BRF, c'est que le BRF, lui, il est broyé et mis en place. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, la question que je me pose, pour un forestier, pas pour exporter la matière et la donner aux agriculteurs. Là, je ne suis pas dans ces démarches économiques. Je suis en train de réfléchir, c'est mon objectif, comment utiliser ce bois déchiqueté à meilleur escient au bénéfice de l'arbre. Est-ce que mon bois doit être humide ou sec? Est-ce que c'est un avantage à ce qu'il soit humide? Parce qu'en amont, il y a toute la gestion de chantier, il faut se dépêcher, etc. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de comprendre. Ce que je peux simplement vous dire aujourd'hui avec le recul que l'on a, c'est qu'avec un bois composté, on a des formidables effets paillage. Et avec quel centimètre? Alors là, effectivement, on considère qu'il faut, pour un effet herbicide, il faut une quinzaine de centimètres d'épaisseur. Oui, mais alors, vous vous rendez compte, le volume? J'entends bien, mais on parle sur un mètre carré, là. Oui, du mètre carré, d'accord. Tandis que moi, l'expérience maraîchère, c'est 3 à 5 cm. Voilà. Mais en maraîcher, je pense que là, l'objectif n'est pas un effet paillage. L'objectif est l'amélioration de la structuration du sol et de sa richesse. Et puis la diminution de l'apport à nous. Ce qu'ont montré des essais très récents qui ont été menés par le CNRS en Haute-Garonne, d'où je viens, ils ont mesuré le taux d'humidité entre différents types de paillage, entre le plastique, le feutre, des plaques de bois et puis du bois déchiqueté, composté, pas frais. Et en fait, on montre que le taux d'humidité, même après l'été, le taux d'humidité mesuré le plus élevé, c'est sous bois déchiqueté. 15 cm. Voilà. Non, dans le cadre de cette expérimentation, c'était l'élagage de platanes amenés par... Vous n'avez pas essayé à la pouzzolade? Alors, alors là, je vais vous dire, je n'ai pas utilisé la pouzzolane, j'ai utilisé le ballast. Eh bien, je peux vous dire que dès l'instant où vous mettez un matériau, quel qu'il soit, à la surface du sol, il y a un effet paillage. Mais l'objectif, c'est l'effet paillage. Oui, tandis que là, il y a un effet amélioration physique et chimique. Voilà. Dans les BRF. Alors ça, c'est là où, à mon avis, le BRF peut intéresser le forestier, justement. C'est un autre aspect, là. C'est de savoir dire, outre l'usage paillage, c'est-à-dire limitation de la compétition entre l'eau, entre l'herbe et l'arbre, eh bien on améliore les conditions de sol liées au fait que le bois soit humide. Et là vous avez tout à fait raison, moi j'ai lu le livre de Domenic et d'Azelino. Il n'y a pas d'expérience qui a été faite en forêt sur, même parce que c'est une technique qui vient du Canada, qui a été faite en forêt, en tout cas sous nos climats, et qui montre l'intérêt d'un BRF par rapport à l'arbre. Par contre, au niveau de l'agriculture, c'est magnifique. Et un élément qui va également dans votre sens, c'est que le CNRS de Toulouse a étudié les populations, la mésofaune, c'est-à-dire les petits organismes qu'il y a dans le sol, comme les collemboles, les acariens, etc. Et ils ont montré qu'à la fois en quantité, puis en nombre de familles, le sol où il y avait une plus grande biodiversité de vie, c'était sous bois déchiqueté par rapport à d'autres types de paillage, notamment le plastique. Donc le fait d'utiliser le bois humide, à mon avis, milite également dans ce sens-là. Effectivement, parce que l'humidité attire les bactéries et ainsi de suite. Le bois sec, donc il faut une réhumectation. Donc il y a un départ, il y a un défaut d'allumage, si vous voulez. Donc c'est une technique qui me paraît très intéressante. Très intéressante, mais simplement, elle est limitée vu le volume. Par contre, ce que dit ce bouquin également, c'est qu'en matière d'exportation, je crois qu'il faut bien faire comprendre que le BRF, c'est pas une source de revenus pour un propriétaire forestier, selon moi, sur le long terme. On considère qu'on peut exporter une fois une quantité de bois sur la rotation de votre peuplement. Mais il y a des exportations d'éléments minéraux qui sont quand même... que j'aurais peut-être tendance à... je serais peut-être plus prudent. Mais il faut rester optimiste. Mais on considère qu'il faut essayer de ne pas trop exporter de forêt et que finalement aujourd'hui il y a suffisamment de sources de bois déchiquetés que sont les bois d'élagage le long des routes. Peut-être qu'il vaut mieux quand même les exporter que les brûler. Alors là, vous militez complètement dans mon sens. Et comme le forestier, si vous les brûlez, la plupart du temps brûle, donc même, vous voyez, l'équilibre... Alors ça, c'est une ineptie, parce que vous libérez des éléments minéraux, et à la première pluie, vous perdez tous ces éléments minéraux dans le sol. Je peux mettre en place un certain nombre d'expérimentations sur que ce soit ce boisement de terrain agricole, et puis dans des milieux un petit peu plus difficiles que sont les talus autoroutiers ou ferroviaires.
Donc, où là, on a des sols qui me font un peu penser à ce qu'on a ici. C'est des sols extrêmement séchards, parfois très très pauvres, très secs, à tendance à sécheresse. Et donc, c'est vrai que ce qu'on a pu montrer, c'est que finalement, les résultats les plus intéressants ont été obtenus avec du bois déchiqueté. Voilà. Il y avait deux types de broyage. Le premier, c'est un couteau. Le deuxième, ce sont des marteaux. Ah, ça c'est un peu trop, oui. Donc le premier coupe, le deuxième défibre. Le fait d'avoir les deux va vous permettre d'avoir un bois qui va se composter plus rapidement. La différence après avec le BRF, le broyage, le compost, nous dans l'utilisation, la plupart de nos clients broient le bois aussitôt qu'il est coupé. Vous avez des broyeurs autonomes, des broyeurs sur prise de force tracteur. Ce modèle-là demande un moteur de 13 chevaux. Donc on démarre soit avec une prise de force tracteur, soit avec un moteur essence 13 chevaux. Et après on monte dans la gamme, mais il y a aussi des appareils plus petits où on est avec un moteur 5,5 en puissance et on a une capacité de broyage de 5 cm. Voilà, entre autres. Vous avez des broyeurs où vous avez le bois qui arrive par gravité et vous avez des broyeurs où il y a un ameneur hydraulique. Celui-ci est équipé d'un ameneur hydraulique. Dès que l'ameneur a saisi la branche, il va y aller de façon continue. Et il existe aussi une régulation pour ne pas surcharger le moteur. Dès que le régime va tomber, l'alimentation hydraulique va se couper. Voilà. Charge pas la mule, charge pas la mule. Le tracteur 22 chevaux, on est à j'ai dit 20 000 euros TTC. Voilà. Mais on pourrait faire fonctionner cet ensemble avec un tracteur de puissance inférieure et on serait sur un budget de 15 000 euros. Et il existe aussi autonome et il en existe même électrique. Voilà. Autonomes qui sont motorisés avec des moteurs de 13 chevaux, 14 ou 15. Équivalent 15 chevaux. Entre 5 000, le même prix que ça, et 7 000 et 9 000 s'il y a le modèle électronique régulation et les surroutiers 80 km/h, qui ne demandent pas de permis E puisqu'on fait moins de 750 kg. Donc vous pouvez l'accrocher et évoluer sur différents sites. Centimètres, vous êtes sur un budget de 1 300 euros TTC, avec un moteur de 5 chevaux, mais vous n'aurez pas l'ameneur hydraulique, c'est-à-dire que le bois arrivera par gravité. Mais on n'aurait pas passé les mêmes bois, mais quasiment la moitié de tout ce qu'on a passé aurait pu être broyé avec le petit moteur. Alors là, on n'est plus sur des machines qui ne sont pas tractées, ce sont des chariots où vous évoluez difficilement sur des sols accidentés. C'est pour du grand public et puis pour des fruitiers ou de la taille d'olivier ou autre. La taille d'olivier, ben, vous allez avoir des branches de 5 cm, ça vous fait déjà une belle section. À des gens qui ont beaucoup de fruitiers ou des oliviers, et un but 1 300 euros. 1 300 euros. Voilà, moteur autonome. Donc à 5 000 euros, j'ai quelque chose en moteur autonome, mais qui va passe... broyer du 7 cm. Et à 1 300, vous avez du 5 cm avec un appareil qui va se déplacer sur un petit chariot. Donc les gens le fixent sur une petite remorque et ils le déplacent à volonté. Tu me disais pour les couteaux, 15 jours de travail en disant en faisant entre 3 heures de travail et 3 heures et demie. 3 heures et demie de travail par jour, au bout de 15 jours, tu es obligé de réaffûtage. Et le jeu de couteau, après 2 ans. 2 ans. D'accord. Il est plus gros que l'autre. Plus il va doucement et plus il va le hacher finement. Voilà. Alors si vous travaillez de façon, je dirais, régulière, vous avez 50 à 80 heures. Après il faut les affûter.